Radioscopie. Béline. Jacques Chancel. Jean-Claude Bourret demandait à l'instant, Chancel, ne voyez-vous rien venir? Je vois en effet Béline. Béline, vous êtes sollicité dans le monde entier pour vos dons de voyance. Mais être voyant, c'est en quelque sorte chevaucher encore de nos jours la sorcellerie. Pas du tout. Un voyant, c'est un homme qui, au contact de son prochain, voit sa vie, peut lui donner un conseil. Et ne croyez pas que c'est une faiblesse. Aller voir un voyant, c'est une force. Parce que les gens qui vont voir un voyant veulent se tirer du mauvais pas où ils sont. Vous êtes beaucoup visité. Je vois beaucoup de monde. Vous savez qu'en d'autres temps, vous auriez été sacrifié. Je ne pense pas. Car il y a tout un art dans la voyance. Et si on exerce bien son art, alors on s'éloigne de la sorcellerie, et je m'en serais très bien tiré, j'en suis persuadé. Vous avez tous vos fiches de prédiction. Vous, Béline, vous avez prédit la mort de Marilyn Monroe, le retour du général de Gaulle au pouvoir, les événements de mai 68, beaucoup de choses encore. Est-ce que vous vous trompez parfois, ce qui, quand même, nous rassurerait? C'est évident, je me trompe. Je suis un homme comme tout le monde. Dès l'instant où j'ai des problèmes, où je suis noyé par mes problèmes, je peux commettre des erreurs. Mais je ne commettrai pas plus d'erreurs qu'un grand médecin ou qu'un grand avocat. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de prénom? Béline seulement. C'est une question que j'avais posée d'ailleurs. Oui, je me suis fait un nom, et je n'ai pas eu l'intérêt de me faire un prénom. C'est un orgueil démesuré? Pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt un sens de la simplicité. Comment êtes-vous devenu voyant? On le comprend, on le devine. Comment je suis devenu voyant? Je crois que... Vous savez que j'ai été très longtemps malade, et j'ai eu des voyances sans m'en rendre compte. Étant enfant, par exemple, j'ai eu la vision de taureaux qu'on égorgeait en Espagne. J'ai vu le sang couler dans les rigoles. Et quelques semaines plus tard, ça a été la guerre d'Espagne. Mais un jour que je me trouvais en sanatorium pendant la guerre, et pendant la cure de silence, subitement, ma vue se brouilla. Et je vis réellement, dans la chambre 16, je crois, un malade que je ne connaissais absolument pas, qui pleurait. Je me dis, c'est triste, un homme qui pleure, qui est isolé. Je n'avais pas le droit de me lever. Je me suis levé. Cette chambre se trouvait tout à côté de la permanence. Je me suis dit, je rencontre une infirmière, je lui dirai que j'ai besoin d'une aspirine. Et j'ai eu la chance, il n'y avait pas d'infirmière, je suis rentré dans cette chambre. Et j'ai vu un homme, ce garçon, je peux donner le nom, s'appelait Delessal. Et quand je suis rentré, il pleurait. Je lui ai dit, mais pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me répondit alors, écoutez, je ne vous connais pas non plus, mais je vais mourir, et je vais mourir ici. Et mon vœu aurait été de mourir chez moi. Ma mère est très pauvre, c'est pourquoi je suis au sanatorium. Croyez-vous que je vais mourir à la maison? Je ne sais pas pourquoi il m'avait posé cette question, je ne m'attendais pas du tout à cette question, et je lui dis, Delessal, je regardais sa feuille de température, je lui dis, Delessal, vous mourrez chez vous. Je suis allé voir le médecin-chef, je lui ai raconté l'histoire, une ambulance est venue le chercher, et 2 jours après, il est mort chez lui. J'ai pris conscience de la voyance par un tas de petits faits comme cela. Quelques années plus tard, j'ai fait une rechute, et je me suis trouvé également allongé, et subitement ma vue se brouilla. Et à la place des objets, à la place des choses qui m'entouraient, j'ai vu le malade de la chambre voisine que je n'avais jamais rencontré, puisque j'étais alité, je n'avais pas le droit de me lever. Je le vis se tordre de douleur, essayer d'appeler, essayer de toucher la sonnette, mais il n'y arrivait pas. J'ai appelé l'infirmier, je lui ai dit, allez donc dans la chambre à côté, il y a un malade qui se tord de douleur, allez-y, je vous en prie. L'infirmier m'a regardé hébété, étonné, avec un fond de menace en disant, vous êtes levé, c'est pas bien, c'est pas bien. On a été dans la chambre à côté, et on a vu effectivement que ce garçon se tordait de douleur, il avait une occlusion intestinale. Quand il vous arrive des faits aussi précis, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était de la voyance ou c'était le prolongement d'un rêve? C'était de la voyance, je ne sais pas, la voyance c'est comme une forme de poésie, c'est une forme d'inspiration. Ce sont des illuminations fulgurantes, des images me viennent devant les yeux. Il n'y a pas de mystère. Je crois que c'est une forme de sensibilité qui me rapproche d'autrui. Vous avez quel âge, Béline? J'ai 48 ans. Vous exercez ce métier depuis quand? Oh, une vingtaine d'années.
Vous le considérez comme un métier? Je le considère comme un métier dès l'instant où je passe une partie de mes journées à un travail qui est toujours le même. Je le considère comme un métier, bien entendu. Souvent, en parlant de vos collègues, peut-être de vous, on dit charlatan. Écoutez, vous êtes journaliste. Vous êtes un journaliste célèbre. Des milliers de gens, je dirais peut-être 1 million de personnes vous écoutent en ce moment. Quand vous allez dans des cocktails... Je n'y vais jamais. Mais imaginons que vous alliez dans les cocktails. Il y a des gens qui se disent journalistes, qui n'ont jamais écrit une ligne dans leur vie et qui n'ont pas de carte de presse. Mais il ne m'appartient pas de juger ni de faire de la justice. Bien sûr qu'il y a des charlatans. Mais ce n'est pas à Béline de les dénoncer. Ce n'est pas à moi de faire de la justice. Vous me comprenez? Vos parents, que faisaient-ils? Mon père était antiquaire. Et il était absolument contre ces choses-là. Il n'y croyait pas. Vous lui avez raconté ce que vous aviez vu? Je lui ai dit, bien sûr, mais enfin, il avait tout de même il était tout de même impressionné par cette force intérieure qui m'animait. Mais il pensait que j'avais une connaissance de certains problèmes économiques et politiques, et lorsque je faisais une prédiction qui se réalisait, il disait c'est un sens. Mais c'est un sens logique. Ma mère était plus douce, plus intuitive. Elle croyait en moi, et elle m'a encouragé. C'était une très brave femme, celle dont me dit un jour Georges Duhamel, lorsque je l'ai rencontrée chez lui, rue de Liège, qu'elle avait, en parlant de sa propre mère, qu'elle avait de la jugeote et de la comprenette. Ma mère était comme cela. Vous avez fait de bonnes études? J'ai fait des études secondaires qui ont été interrompues par la guerre, mais sans plus. La résistance, car j'ai été dans la résistance, je suis rentré dans la résistance en début 42, je suis tombé malade en septembre 43, et la résistance ne vaut pas un diplôme. Béline, les plus grands sont venus vous visiter. Vous avez la notion du secret. J'ai le secret professionnel. Les gens les plus importants. J'écris d'ailleurs un livre. Je ne suis pas écrivain. Je ne fais pas de concurrence aux écrivains de métier. Je le dis tout de suite. Dans la mesure où vous écrivez beaucoup tout de même. Oh, j'écris parce que j'éprouve le besoin de le faire, mais je ne suis pas un écrivain. La preuve, c'est que le premier livre, La Troisième Oreille, dont je vais vous parlais tout à l'heure et qui est paru chez Lafon, est le premier livre qui soit sorti chez un grand éditeur. Mes histoires extraordinaires d'un voyant n'ont pas trouvé d'éditeur. J'ai sorti un autre livre qui est chez un petit éditeur. Mais je n'appelle pas ça être un écrivain. Un écrivain est un écrivain qui a un support. Ça finit par se connaître, ça finit par se savoir. Non, je ne me considère pas comme un grand écrivain. Je suis simplement un homme sincère qui éprouve le besoin de dire quelque chose. Béline, un voyant qui ne triche pas, c'est un surhomme? C'est un être infaillible? Je suis un homme comme tout le monde, avec cette seule différence que j'ai un don de sympathie qui me pousse vers autrui, que j'essaye de faire du bien, que j'essaye de les consoler. Vous êtes sincère? J'ai toujours été sincère. Je crois que depuis 20 ans que j'exerce, si vous regardez mon carnet de presse, et je le dis peut-être avec un petit fond d'orgueil, un petit fond de fierté, aucun journal ne m'a démoli. Que ce soit le Canard enchaîné, que ce soit les journaux comme Combat, que ce soit les journaux comme Carrefour, de la droite à la gauche, y compris le très sérieux Monde ou le Figaro, n'a jamais rien dit contre moi. Je crois que c'est une preuve, non? Béline, vous pourriez être très utile. Je pense à toutes les catastrophes. Bien sûr, vous ne pourriez pas les empêcher, mais vous pourriez nous prévenir. Mais je serai très utile. Il viendra un temps où on fera appel à moi. On a déjà fait appel à moi. Des gouvernements bien établis m'ont consulté, des chefs d'État m'ont consulté. Mais comme vous le dites, je suis tenu par le secret professionnel. Peut-être qu'un jour, je pourrai parler et faire comprendre qui j'ai reçu. Ça sera très intéressant, croyez-le. Vous aviez prévu ce qui allait se passer à Munich? Pour en revenir à un fait récent. Non, mais mon fils qui était un voyant. Et évidemment la chaleur, mon fils disparu, mon fils unique Michel, était un grand voyant et mon espérance, je peux le dire, aurait été qu'il me prolonge toute une œuvre, toute une vie. Mon fils avait prévu une chose comme cela. Il y a quelques années, il m'a dit, il y aura une alliance spirituelle entre l'Allemagne et Israël. Je ne comprenais pas, vous comprenez, ancien résistant, en voyant tous ces massacres, enfin connaissant la mentalité germanique, je ne concevais pas, je dois dire très sincèrement. Il m'a dit qu'il y aura du sang qui coulera, où les Allemands se mettraient du côté d'Israël, et qu'ils défendraient Israël, qu'il y aurait une alliance spirituelle et une aide considérable de l'Allemagne vers Israël.
Mais je n'ai pas vu, non, parce que je ne me suis pas penché. Je dois dire que les événements olympiques ne m'ont pas intéressé, parce que j'ai été préoccupé par, mon Dieu, par la mise au point et la sortie de ce livre. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce qu'on m'aurait entendu? Et puis, vous savez, Est-ce qu'il arrive que vous préveniez quelqu'un? Ah, c'est évident, quand le président Kennedy, quand j'ai eu la vision que le président Kennedy se raidissait et jetait sa tête en arrière, je l'ai dit à un journaliste de France, d'une radio, si vous voulez, je peux le dire, puisque c'est une tribune libre, où chaque personne peut s'exprimer librement, où rien n'est préparé. Je l'ai dit à Michel Pedrazani, en lui annonçant que vous serez un jour directeur d'un journal, et il est directeur du journal Ici Paris est présent. Je lui ai dit, je vois le président Kennedy qui sera touché, on essaiera de le tuer, car je le vois en sang. Et il a pris la prédiction. Je peux vous montrer le document, j'ai prévenu à ce moment-là... C'était combien de temps avant C'était une année, mais dans les prédictions des journaux, vous comprenez, on a atténué, on a dit que je le voyais évidemment se raidir, rejeter la tête en arrière, mais ma vision était fort juste. Et ensuite, ce qui est arrivé aussi à Bob était exactement la même chose. Mais je suis persuadé que j'ai prévenu Tyrone Power. Tyrone Power est venu me voir. Et quand il s'est trouvé en face de moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit, c'est curieux, je vois un cœur, vous tenez entre vos mains un cœur, il y a 2 gouttes de sang qui perlent de ce cœur, attention à votre cœur. Il m'a regardé bien gentiment, il m'a dit, je sors de chez mon cardiologue, je vais parfaitement bien. Je lui ai dit, je ne sais pas les gouttes de sang, les 2 gouttes de sang, je ne sais pas les interpréter, c'est peut-être 2 jours, 2 mois, 2 ans, faites attention à votre cœur, c'est le seul message que je puisse vous apporter. Et il n'a pas écouté, et 2 ans après, il est mort d'une crise cardiaque. Béline, vous avez un cabinet, vous recevez beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Que viennent-elles vous demander? Si elles vont vivre encore? Si elles vont mourir demain? Si on les aime? On vient me voir, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'histoire extraordinaire d'un voyant, où je relate 50 consultations. Elles sont toutes différentes. Dernièrement, j'ai reçu la visite d'une femme qui m'a bouleversé. Je vais vous raconter cette anecdote, elle est très triste. C'est une garde malade. Elle gardait un garçon qui avait fait des études aux Beaux-Arts, qui était soigné pour un cancer de l'abdomen. Et au bout d'un certain temps, il a fallu amputer ce garçon. Amputer ses jambes, amputer le sexe. Il lui restait strictement le buste. Les parents sont des parents qui ont une certaine fortune. Et évidemment, il fallait laisser où ce garçon à l'hôpital, ou il fallait que cette femme le prenne chez elle. Cette femme l'a pris chez elle. Ce garçon a maintenant 31 ans. Anus artificiel, une vessie artificielle également. En fait, c'est un garçon qui a tenté 4 fois de se tuer. Elle est venue me voir, elle m'a dit, pouvez-vous me recevoir? Je l'ai reçu amicalement, comme tant de gens qui font appel à moi et qui n'ont pas de possibilité dans la mesure de mes moyens, parce que je ne peux pas évidemment recevoir tout le monde d'une façon amicale, on le comprend très bien. Et elle venait savoir s'il y en aurait pour longtemps, si cette souffrance allait durer longtemps. Parce que je considère, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour tous ces hommes de science, pour tous ces médecins, mais devant une chose pareille, j'ai été comme révolté. Alors je lui ai dit, écoutez, lisez mon livre La troisième oreille, donnez-le lui. Ce monde, la mort, c'est la vie. Ce garçon n'a peut-être pas longtemps à souffrir, mais qu'il n'attende pas à ses jours. Sa souffrance se terminera bientôt. Voilà ce que c'est qu'un voyant. Un voyant, c'est un homme qui doit être proche d'autrui. C'est ça un vrai voyant. Il doit laisser espérer. L'espérance, c'est la plus grande richesse. L'espérance, c'est ce qu'il y a de plus fort. Si je suis ici, c'est pour apporter un message de paix, d'amour et d'espérance. Sinon, pourquoi serais-je venu? Je suis venu uniquement pour cela. Est-ce que vous pouvez être également un visionnaire? Mais je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire, je vois, j'ai vu des événements sous forme de vision. On confond parfois visionnaire et illuminé. Est-ce que j'ai l'air d'un illuminé? Pas du tout. J'ai plutôt l'air d'un homme qui sait ce qu'il dit. Est-ce que je vous parais agité? Pas du tout. Bon. Comment voyez-vous l'avenir, Béline? L'avenir, je vois que le monde tourne mal. Je pense que le monde peut changer à condition qu'il y ait une révolution monétaire internationale dont on parle. Et j'ai même demandé un rendez-vous à M. Pompidou, je dois le dire. Il vous l'a accordé?
Il ne m'a pas accordé, mais il voulait me donner, il voulait me faire recevoir par un directeur de cabinet, mais vous avez dit que j'étais peut-être orgueilleux. Non, ce n'est pas une forme d'orgueil, je voulais avoir une conversation avec cet homme pour lui dire ce que je pensais. Puis j'ai rencontré le professeur Tinbergen, vous voyez que les questions économiques m'ont intéressé. Parce que je pensais que la révolution monétaire peut venir d'une réévaluation du prix de l'or, que l'étalon doit être l'or. J'ai vu l'augmentation de l'or. Et je pense que si on faisait une réévaluation du prix de l'or et que 50% de cette plus-value pourrait aller, par exemple, à un fonds d'urgence, il y a 50 millions de gens qui meurent de malnutrition, de faim. Oui, ce n'est plus de la voyance. Mais non, mais je suis quand même un visionnaire, je suis poussé vers des problèmes d'actualité. Vous ne pensez mais pas je le vois quand même. Mais d'autres y pensent également. Mais je suis un visionnaire, avec cette seule différence, c'est que les autres y pensent par calcul. Dites-moi plutôt quand s'achèvera cette terrible guerre du Vietnam. Oui, mais ça, si vous me le demandez, je vous dirai très bientôt. C'est le problème d'un voyant. Oui. Le voyant est un homme qui apporte un message de paix. Quand il y a une guerre, je dis toujours que ça se termine très rapidement. C'est ma façon d'être, car je veux donner de l'espoir. Et là, je peux vous dire que ça s'arrêtera bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Qui gagnera les élections américaines? Je ne me suis pas penché, c'est très facile. Tous les sondages d'opinion publique me renseignent. Et vous êtes un journaliste bien informé. Donc, ce que dit l'information informée, ils sont dans le vrai. Vous savez bien qu'il gagnera les élections. Pourquoi me le demander? Mais dites-le. Mais pourquoi? Mais non, c'est tellement facile que tous les auditeurs, vous les faites rire. Comprenez, tout le monde sait qui va... Non, c'est à vous à le dire. Mais si, mais tout le monde le sait. Comprenez? Tout le monde sait qui va gagner, qui est au pouvoir et qui gagnera les élections. Qui est au pouvoir, d'accord. Alors je crois avoir compris, là. Est-ce que vous avez eu une vie antérieure? Tout homme, paraît-il, peut avoir 5, 6, 7, 8 vies antérieures. Vous auriez pu être fils de Pharaon. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup étonné. Un jour que je me trouvais dans mon bureau, 45 rue Fontaine, à Paris, je ne fais pas de publicité, mais le lieu est un lieu historique. Là a vécu le grand visionnaire de la littérature française, Villiers de l'Isle-Adam. Cette demeure m'inspire. Mes prédictions partent de ce lieu. Je crois que j'y ai travaillé toute ma vie et que je terminerai là. À moins qu'il y ait, évidemment, parce que je ne vois pas pour moi, à moins qu'il y ait un incendie, ou que je sois obligé, évidemment, de déménager pour des raisons imprévisibles. Eh bien, je peux dire que... Vous parliez de Villiers de l'Isle-Adam. Oui, je parlais de Villiers de l'Isle-Adam. Je peux dire qu'un jour que j'ai voulu faire une expérience, j'ai voulu me dédoubler, et je me suis dédoublé. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un tour, je vais aller au Pérou. Eh bien, je peux vous dire que je me suis dédoublé, qu'une partie de mon esprit est restée vigilante, et que l'autre partie a été au Pérou. J'ai vu ces montagnes, j'ai vu la côte escarpée, j'ai vu ces montagnes qui s'étageaient, j'ai vu les animaux domestiques dans les prairies. Et croyez-moi, j'ai même vu les gens et leurs vêtements, leurs habillements. Et j'ai eu tellement peur que je suis vite revenu, que mon esprit, une partie de mon esprit qui était parti là-bas, je l'ai vite fait revenir au 45 rue Fontaine, et j'ai pas voulu continuer l'expérience. Vous avez été péruvien, là? J'ai été péruvien à l'espace d'une seconde, de quelques secondes. Béline, la pratique de la voyance suppose, j'imagine, quelques qualités. Lesquelles? Une qualité d'honnêteté, d'équilibre, et de bonté, et de psychologie. Il faut sacrifier un certain mystère? Si vous allez chez moi, rue Fontaine, vous verrez un bureau très simple. Vous ne verrez pas de chouette, vous ne verrez pas de boule de cristal. Vous ne verrez même pas des cartes qui sont en évidence, et pourtant je suis un créateur de jeux de société, et il y a 100 000 personnes qui se tirent les cartes avec mes jeux, les jeux Béline, et pourtant ils n'apparaissent pas. Je me sers évidemment des cartes comme un support pour lancer ma voyance, pour aider à démarrer ma voyance. Mais je suis un homme très simple, et il n'y a pas de mystère, c'est simplement un don de sympathie qui me pousse vers autrui, je vous le répète. Mais la voyance a toujours des prolongements commerciaux. Ah, commerciaux, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui n'est pas commercial? Donne-t-on le pain? Donne-t-on les médicaments? Dernièrement, les médicaments ont augmenté d'une façon vertigineuse. Est-ce que les avocats donnent des consultations gracieuses? Est-ce que les médecins reçoivent gracieusement? Seulement moi, ce que je peux dire, c'est qu'en 20 ans, j'ai reçu 14 000 personnes à titre amical. Seulement, c'est moi qui fais le choix. Sinon, mon bureau ne serait qu'un bureau de bienfaisance. Vous le comprenez? Je voudrais être un fonctionnaire du destin et être appointé par le gouvernement.
À ce moment-là, je ne révoque absolument aucun problème. Vous savez faire la part de la voyance et du rêve? Est-ce que les rêves, par exemple, peuvent dépasser la réalité? Le rêve... Peuvent précéder la réalité? Non, le rêve et la réalité se mêlent en voyance pour ne former qu'une même essence vitale. C'est une forme de poésie, c'est comme un rêve, mais où je contrôle, par un côté très réaliste, mes visions. Nous faisons tous des rêves. Je ne sais pas si on les note. Ce qui est difficile, c'est de les lire après. Comment faut-il lire un rêve? C'est là l'art de la voyance. C'est vous. C'est là le talent. C'est pourquoi j'ai réussi, c'est parce que je sais interpréter ces rêves. Ceux qui font des rêves de gigantisme, et il y en a beaucoup, ils se voient dans la nuit devenir immenses. Quelqu'un me disait un jour que c'était des hommes qui étaient sûrement des cancéreux. Pas du tout. Les gens qui se voient immenses sont des orgueilleux. Ils voudraient être très grands, très forts et dominer tout le monde. Vous cherchez des explications qui sont faciles à trouver. Ce sont des explications qui ont été données par un grand professeur, le professeur Spirou, sur 7 patients. Cet homme et femme qui avaient fait des rêves de gigantisme, 5 avaient le cancer. Et c'était expliqué de cette manière, le rêve annonçait la prolifération anarchique de cellules cancéreuses. Alors ça, c'est peut-être une altération du cerveau, mais je n'ai pas les compétences, je ne suis pas un scientifique, je ne peux pas vous suivre sur ce terrain. Je n'ai pas étudié la question, je ne l'ai pas analysée, et je ne suis pas dans un état de concentration pour répondre à un tel problème, un problème si grave. Mais vous pouvez expliquer les rêves. Si quelqu'un qui n'a pas le cancer, prenons des hommes, prenons des femmes, des gens que nous voyons tous les jours et qui vous diront, moi j'ai rêvé que j'étais un géant. Je crois qu'en général, les gens qui rêvent d'être très grands sont de petits hommes, de petite taille, qui sont peut-être parfois hargneux et qu'on a bousculés dans le métro et qui font une espèce qui ont un sentiment de révolte, de frustration. Et finalement, ils font ce rêve. Et ils rêvent qu'ils sont très forts et qu'ils font place nette. Mais je ne peux pas expliquer ça d'une autre façon. Ceux qui viennent vous voir ne vous parlent pas des rêves. Ceux qui viennent me voir, depuis que la troisième oreille est parue, bien sûr, il y a des gens qui me disent j'ai eu des rêves prémonitoires, ma mère s'est manifestée, voilà ce que j'ai vu. On me raconte ces choses. Mais je ne fais qu'enregistrer, je ne fais que noter et prendre, de classer tout ce qu'on m'a dit, parce que j'espère un jour fonder un institut de recherche parapsychologique où je pourrais travailler avec des hommes de science, tout en gardant, si vous voulez, toute ma liberté d'action. Parce que je ne peux m'exprimer dans la mesure où je suis parfaitement libre. Je suis comme vous. Le jour où vous serez obligé de dépendre de quelqu'un, vous ne pourrez plus faire cette émission. Vous comprenez? Béline, nous allons maintenant aborder un sujet grave. Enfin, nous l'aborderons après une première pause musicale. Vous avez eu un drame dans votre vie, vous avez perdu votre fils unique. Et ce fils unique, qui avait 22 ans, vous l'avez retrouvé, vous lui parlez. Auparavant, on va écouter Love Story. Je rappelle que mon invité aujourd'hui est le voyant Béline. Nous recevons beaucoup d'appels téléphoniques, vous vous en doutez sans doute. Cette question, les voyants devraient à leur tour être visités. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ne devraient pas être visités par des psychiatres? Écoutez, il y a une personne qui un jour a parlé de la voyance. C'est une personne qui chaque jour a une émission dans un poste périphérique. Je lui ai dit qu'elle n'entendait rien et que j'étais prêt, sur les ondes, à répondre sur 30 points et lui donner des explications sur ce qu'était la voyance. Le lendemain, j'ai reçu 120 lettres de gens qui m'ont félicité. J'ai lancé un défi sur les ondes, mais je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Alors elle parle d'autre chose. Et les gens ne connaissent pas. Je vous dis, un voyant, c'est un homme qui a un don. Un voyant, c'est un homme qui va vers son prochain, qui veut lui être utile. Un voyant, c'est un homme qui capte la misère des gens, qui essaye de les diriger. Je ne vois pas pourquoi je me ferais psychanalyser, puisque les psychiatres eux-mêmes viennent me voir. J'ai eu les encouragements du professeur Bleuler, qui est un des plus grands psychiatres du monde, et qui m'a dit, il faut écrire, bravo pour votre livre, La troisième oreille. Je crois que j'ai un équilibre tout à fait parfait, si la perfection existe, enfin je ne veux être modeste, j'ai un équilibre à peu près parfait, disons. Béline, vous prévoyez plus de catastrophes et de deuil que de joie et de vie. Mais pas du tout.
Mais pas du tout, c'est parce que les gens ne connaissent pas le fond des choses. J'ai annoncé des choses excellentes, des mariages heureux. J'ai orienté des enfants, enfin des jeunes adolescents, parce que les enfants, on peut rien dire. Comme on dit, leurs mains, je suis un spécialiste d'études de mains, les mains ne sont pas formées. La main est une carte en relief où on peut lire le caractère, la santé des gens, sur les gens, mais pas du tout. J'annonce énormément de bonnes choses, puisque un voyant, c'est un homme qui apporte l'espérance. Mais quand je fais une prédiction où j'annonce des catastrophes, c'est parce que j'essaye de les éviter. En disant, c'est un avertissement. Si je dis à une personne, attention, vous risquez d'avoir un accident, j'essaye de la prévenir. Et je sais que je peux peut-être la prévenir. Béline, faire parler les morts, c'est de la nécromancie ou du spiritisme? Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas un fanatique, que rien n'était plus simple que mon existence, rien de moins exalté. Je n'appartiens à aucune religion formelle, à aucune secte dogmatique, je ne suis pas spirit. Je me débat, pourrais-je dire, seul avec Dieu, sans pouvoir lui donner un statut, je suis croyant sans définition. Et j'ai eu un contact avec mon fils disparu. Ce sont ces dialogues qui sont réunis dans la troisième oreille, à la suite d'un drame affreux dont je vais vous raconter la chose le plus simplement du monde. C'était quand? Il y a 3 ans, au mois d'août de l'année 1969, au début du mois d'août. Je suis réveillé, il est 2 heures du matin, je suis pris par une forte angoisse. Mon fils, qui était un jeune homme de 22 ans, vivait dans son studio, n'habitait donc pas à la maison, nous ne l'attendions pas. Nous n'avions donc pas, ma femme et moi, de raison d'être inquiets, puisque il habitait ailleurs. Et pourtant, quand je me suis réveillé, j'ai été pris d'une angoisse et j'ai vu cet accident. Cette angoisse a été si forte, si intense qu'elle a réveillé ma femme. Je n'ai pas parlé à ma femme, mais elle a compris. Et nous avons prié tous les deux. Nous avons prié pendant des heures. À cette heure-là, à 2 heures du matin, mon fils roulait sur l'autoroute en toute sécurité. Et à 4h30, l'accident est arrivé, en ligne droite. Quand on est venu à 6 heures frapper à notre porte... Vous saviez? Nous savions. Nous savions qu'elle Vous saviez, vous? Votre femme savait? Ma femme, à travers moi, sans que nous ayons communiqué, elle savait. Alors quand on a été témoin de choses aussi bouleversantes, que vous dire? Il est facile d'apporter une critique, de mettre en doute. Vous auriez pu prévenir, sachant... Mais il était trop tard, j'ai prié, mais Dieu est resté sourd à ma véhémence et comme aveugle à mon supplice. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai connu cette nuit noire. Si le sens du mot supplication a une valeur, je ne sais pas si les gens peuvent imaginer l'ardeur de ma prière. Mais je n'ai rien pu faire. Peut-être que quelque chose est passé de moi à lui pendant cet instant, ou de ma femme à lui. Ça, je ne saurais le dire. Béline, nombreux sont ceux qui ont perdu un enfant et c'est terrible. Mais est-ce que ils auraient pu le retrouver? Vous êtes voyant. Mon fils était un voyant. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mon fils est un voyant. Peut-être y a-t-il une sensibilité particulière. Mais je n'ai pas tenté de rechercher mon fils. J'ai attendu 20 mois. 20 mois avant de me mettre en contact avec lui, ou chercher le contact. Il m'a fallu voir ma femme arriver à un degré de souffrance tel où je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux faire? Moi qui aide tant de gens, moi qui ai consolé, moi qui ai évité tant de détresse, tant de malheur aux gens, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, devant la souffrance de ma femme, j'ai appelé mon fils. Et il m'a été répondu. Il m'a été répondu et ça a été des dialogues. Mais au départ, je me suis dit, c'est mon besoin, c'est mon désir de le faire revivre qui me donne ce dialogue. Et pourtant, je l'entendais nettement. C'était la voix intérieure, la troisième oreille, l'oreille de l'oreille dont parlent les Védas. Et je ne pensais même pas du tout... Qu'est-ce que c'est l'oreille de l'oreille? L'oreille de l'oreille, c'est la voix intérieure. C'est la troisième oreille dont parlent les Védas, les textes ésotériques, hindous. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis victime d'une hallucination? Est-ce que je dois communiquer ce qu'ils me disent? C'est réconfortant pour tous ceux qui ont perdu un enfant, un être cher. Est-ce que je dois publier cela? Mais en réalité, je n'ai pas eu l'idée de la publication. J'ai dit, j'en ferai une plaquette. Alors je me suis adressé, je me suis tourné vers des gens qui sont des amis.
J'en ai parlé à Marcel Morette, l'auteur si connu de la télévision qui a fait L'Affaire Lourde, qui a écrit Anastasia, qui a écrit La Possédée, et qui est très spécialisé dans la matière. Qu'a-t-elle dit? Et qui m'a dit, il faut continuer, vous êtes dans le vrai, il y a un son, il y a une tonalité. Vous êtes dans le vrai, Béline, je vous le demande, continuez. D'ailleurs, je vais vous présenter à Gabriel Marcel. Je vais vous introduire auprès de Gabriel Marcel, le grand philosophe Gabriel Marcel. Puis j'en ai parlé à un journaliste qui est connu pour son objectivité, pour son intelligence, qui situe sa signature dans tous les grands journaux, dans le Figaro, dans l'Express, dans le New York Times. J'en ai parlé à Frédéric de Tovarnicky. Et Frédéric de Tovarnicky m'a dit, Béline, c'est une expérience, il faut aller jusqu'au bout. Puis j'en ai parlé au professeur Flack. J'en ai parlé à des savants. Enfin, vous avez écrit votre livre. Et finalement, le hasard Est-ce qu'il fallait écrire tout cela? Non, j'ai continué les dialogues, je ne pensais pas écrire le livre. Enfin, Béline, votre fils est mort, vous l'avez cherché, et c'est bien normal, c'est ce que les parents font. Et 20 mois après, il vous a parlé. Mais est-ce que votre femme l'entend? Mais ma femme, au départ, n'y croyait pas. Je me suis trouvé, ma femme me disait, mais pourquoi tu entends et moi je n'entends pas? Ce n'est pas juste. Tout le monde devrait entendre. À ce moment-là, j'ai posé la question et la réponse est dans les dialogues. Je ne connais pas les dialogues par cœur. Mais vous l'entendez comment? Mais je l'entends. Quand vous prenez l'écouteur d'un téléphone, vous entendez la voix et la personne qui se trouve à côté de vous ne l'entend pas. Je l'entends. Seulement, ça ne vient pas dans une oreille ni dans l'autre, ça vient à l'intérieur de vous-même. C'est ça l'oreille, de l'oreille. Alors, quand j'ai eu quelques pages de dialogue, Gabriel Marcel, le grand philosophe, a bien voulu me recevoir. Il a lu d'ailleurs les ouvrages que j'avais écrits auparavant. Il m'a demandé de faire de la voyance pour lui. J'ai réussi, c'est une grâce du ciel, parce que lorsqu'on met à l'épreuve un voyant, il peut fort bien se tromper, surtout quand il y a un intérêt. Si vous voulez, moi, je me disais, j'ai un message à faire parvenir aux êtres, aux hommes, aux femmes. Je suis un petit messager de lumière. Peut-être que je n'aurai pas de voyance, mais sans la voix de Gabriel Marcel, sans la voix d'une voix aussi importante, je ne pourrais jamais faire entendre ce que j'ai entendu, ce que j'ai à dire. Et Gabriel Marcel m'a demandé également, m'a mis à l'épreuve, il m'a dit, j'ai une parente qui n'est pas en bonne santé. Il est prudent tout de même, Gabriel Marcel. Il est très prudent. Il est attentif, car il dit, il n'est évidemment pas question pour moi de me porter garant de l'authenticité de ces communications, et pour cause. Mais il a fait la préface de ce livre, il est donc attentif à ce que vous avez voulu. Mais il est très, très attentif parce que lui-même a été le témoin de phénomènes paranormaux. Mais vous savez que l'Église condamne cette pratique. Mais pas du tout. Le cardinal Danielou m'a donné son témoignage. Oui, mais l'Église, dans son ensemble, la condamne. Mais pas du tout, pour pas deux sous cette raisons. forme, parce que je ne suis pas spirit. Faut-il déranger le repos des morts? Mais on ne dérange pas le repos des morts, il y a un appel. Cet appel, si l'entité ou l'âme répond, vous ne le dérangez pas. Le jour où il y a dérangement, la voix ne répond plus. Vous estimez qu'il y a l'éternité de la matière, enfin qu'il n'y a, pour parler plus simplement, ni fin ni commencement. Moi je pense que la mort c'est la vie, c'est le commencement d'une autre vie. Je ne voudrais pas rentrer dans une conversation philosophique qui ne mènerait à rien, parce qu'il ne s'agit pas, moi, je n'essaye pas de prouver, je n'essaye pas de dire, je vous dis simplement, voilà quelle est mon expérience. Vous simplement témoigner, lancer un message pour les autres. Je témoigne pour les autres. D'ailleurs, au départ, même, j'en ai parlé à Thérèse de Saint-Phal, qui est directrice littéraire de chez Flammarion. Elle a été bouleversée par le texte. Elle m'a dit, il faut le faire. Tout le monde m'a dit, ce livre est un livre qui a de la chance. C'est un livre j'ai été poussé par ce livre. Je suis étonné même du succès qu'il a. Mais s'il a un succès, c'est qu'il répond à une attente de millions de gens. Je dis, j'ai entendu mon fils me parler. Vous êtes libre de ne pas croire. Demain, les gens pourront dire que n'importe quoi, mais je veux livrer mon expérience, car c'est un devoir. Je pense que c'est un devoir de dire ce que j'ai entendu. Toujours beaucoup de nombreux appels téléphoniques, des Marseillais qui disent que vous, au moins, vous n'exploitez pas les gens, que vous avez reçu très très souvent, vous n'avez jamais rien demandé, gratuitement, et cela depuis 1959. Je ne dis pas que je reçois d'une façon systématique les gens à titre amical. Il me faut bien vivre, il me faut bien payer des impôts, il me faut bien, mais je peux dire que si je prends des sommes assez importantes à des gens qui peuvent le faire, il y a des gens
que je reçois. Est-ce que vous pouvez changer un destin, vous le voyant? Il m'est arrivé de modifier, de changer le destin. Le destin n'est pas toujours marqué. Il y a des destins qui sont marqués où vous ne pourrez rien changer. Et il y a des fois où vous pouvez changer quelque chose. Vous êtes occupé du problème des aveugles? Tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Les problèmes des aveugles, les problèmes des sourds. Je me suis occupé de toute la misère humaine. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai pu faire peu de choses finalement. Béline, je vous crois lorsque vous me dites ce qu'ont été vos conversations avec votre fils. Mais je me permets de vous le dire très, très simplement. Il est étonnant de retrouver un dialogue comme celui-là, qui paraît un dialogue parfaitement normal. Vous comprendrez certaines gens qui ne peuvent pas croire. Mais c'est parfaitement votre droit, et la question est posée d'une façon très intelligente, puisque moi-même je me suis étonné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, vous comprenez, je comprends très bien votre réaction puisque je l'ai eue. Mais néanmoins, je continue à entendre, mais malheureusement, le dialogue a cessé. Il n'a duré qu'une petite année, avec de très longs silences. Mon fils n'a pas répondu à toutes les questions, il a répondu à quelques questions, mais je crois que ces quelques questions ont une importance considérable, parce que c'est une petite clé d'or pour porte du mystère, et que tous les journaux vont parler de la survie, et que les gens prieront. Parce que mon fils a dit dans le message, les gens ne savent plus prier, et mon fils n'était pas croyant de son vivant. Dans la biographie, je raconte sa vie. Il n'était pas du tout croyant. Quand son grand-père l'emmenait à la messe, il disait tout ça, c'est de la rigolade. Et quand il rentrait à la maison, il singeait le curé. Et il disait, s'il y avait quelque chose, il n'y aurait pas eu tous ces massacres. On n'aurait pas exterminé 6 millions de juifs pendant la guerre. Il n'y aurait pas des aveugles, il n'y aurait pas ces imperfections. L'argent ne serait pas roi ici-bas. Vous comprenez, c'est un garçon qui était très intelligent. Donc, voilà la position de mon fils de son vivant. Évidemment, avec des nuances, je ne peux pas vous exprimer dans l'état d'émotivité dans lequel je me trouve quand je parle de mon fils, bouleversé comme je le suis. Je ne peux pas vous dire, mais à la lecture de mon livre, on peut sentir toutes ces nuances. Et mon fils me parle, il dit, il faut prier. Et bien mieux, je crois qu'il faut prier devant des lumières qui sont allumées, devant des bougies. Et je crois bien qu'il faut même, selon vous allez dire que c'est presque de la magie ou de la sorcellerie, qu'il faut se laver les mains. Et qu'il faut aller devant, il faut se laver les mains, allumer des bougies et prier. Et on peut trouver de la paix. Parce que la lumière est une énergie, et elle peut communiquer une autre énergie. Béline, pour mener ces conversations avec votre fils mort, il faut que vous puissiez concentrer toutes vos facultés. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu prisonnier du souvenir et du besoin de retrouver ce fils? C'est-à-dire que quand j'ai eu mes conversations avec mon fils, c'était un dialogue de père à fils. Je parle à mon enfant comme s'il était là. Vous ne pouvez pas être la proie d'une illusion. Mais je me suis posé la question, mais je l'entendais. Mais si franchement j'avais été la proie d'une illusion, j'ai demandé les avis. Il y a des gens, à de grands écrivains. Il y a 5 prix Nobel qui témoignent dans mon livre. Il y a des écrivains comme Bernard Clavel qui me disent et qui m'écrivent « Je converse avec ma mère depuis 20 ans. Et ce qu'elle me dit n'est pas le fruit de ma propre imagination. » Il y a Clément Ledoux du Canard enchaîné qui dit qu'il converse depuis 15 ans. Vous avez des gens de grands noms. Vous avez des gens célèbres, même des scientifiques qui me disent qu'ils ont conversé avec des gens qui sont disparus. Pourquoi spécialement me suspecter? Je vous dis... Je dois dire que dans votre livre, il y a énormément de témoignages. Et on s'interroge, il y a énormément de points d'interrogation. Mais vous parlez très simplement de tout cela. Et lorsque vous dites les épreuves qui nous attendent à la mort de notre chair sont un chemin de croix, la douleur ne vous est pas donnée en une fois, mais en vagues de douleurs successives, qui sont chaque fois toute la douleur, et qui cependant s'ajoutent et s'additionnent et pèsent toujours plus lourd sur le cœur. Le moment où vous quittez un enfant, cette rupture avec vous-même est un sentiment si déchirant qu'il semble que rien ne nous touchera plus. Nous devenons invulnérables. Pensez-vous que tous ceux qui ont perdu un enfant deviennent invulnérables? Je l'ai cru, je le crois, mais de toute manière, vous voyez que si je suis ici, c'est pour apporter un message d'amour et de paix, et que je ne suis pas vraiment invulnérable. Je crois que dans une prochaine édition, je retirerai la phrase « Nous devenons invulnérables ». Il faut croire à la survie. Je crois qu'il faut y croire. Je crois que je ne dis pas aux gens allez à l'église, allez faites ceci, faites cela, allez au temple, allez à la mosquée. Mais je dis qu'il faut le croire en une force supérieure.
Je crois aux visiteurs de lumière. Les visiteurs de lumière, comme les appelle mon fils. Les chrétiens appellent ça les anges. Je crois qu'il y a une force supérieure et que les gens doivent aller en fonction de leur cœur et pour le bien d'autrui. Dès l'instant où ils suivront ce que je leur dis aujourd'hui, ils trouveront une forme de paix. Je crois qu'ils doivent se pencher sur leurs voisins et d'être plus doux avec eux. Je crois que l'insolence, la violence doit cesser sur terre. Mais je ne suis pas venu pour parler de ces choses-là, je suis simplement venu pour apporter le message de mon fils. Mais lorsqu'on pense tellement à l'après, lorsqu'il y a cet espoir de l'après, est-ce que ça n'est pas un peu négliger le présent? Mais pas du tout. Vous pouvez fort bien, la mort c'est la vie, mais vous pouvez fort bien, en fonction d'une espérance, ceux qui sont affligés, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, trouvent que c'est injuste. Il n'y a pas de plus grande joie que d'avoir des enfants, et pourtant je vois des femmes qui ont 3, 4 enfants et qui se torturent parce que le fils n'a pas passé son examen, parce qu'il n'a pas eu son bachot, ou alors parce qu'il est rentré très tard, ou alors parce que, vous comprenez, pour un rien. Mais je crois que les gens ne voient pas le problème de la vie avec suffisamment d'intelligence et de largesse. J'ai l'impression que le problème est dépassé. Il faudrait qu'ils vivent leur vie d'une façon naturelle, simple et bonne. Et à ce moment-là, ils n'auraient pas peur de la mort, parce que la grande angoisse de tous les hommes, c'est la mort. Henri de Monterland m'a téléphoné. Je l'avais interrogé pour mon enquête. Il m'a dit comme je voudrais croire, comme j'aimerais croire. Eh bien, évidemment, je n'ai rien pu faire pour lui. Mais je comprends ce qu'il a fait. Béline, je pense à votre femme, elle n'a pas votre chance, elle ne peut pas parler, elle, avec son fils. Alors, comment vivez-vous avec elle? Elle n'a pas cette chance, mais je suis là, je suis attentif à ses problèmes. Et puis, je fais revivre mon fils. Mon fils, si vous voulez, se réalise à travers moi. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une très belle histoire d'amour? Ce que je n'ai pas pu réaliser dans ma vie ou voir dans ma vie, c'est-à-dire mon fils me succéder dans mon travail, dans mon métier, que j'apporte le message de mon fils. Vous comprenez? Et qu'il ait pu me donner ce message. Parce que ce n'est pas une invention. Comment voulez-vous que je puisse imaginer un au-delà? Et il me donne quelques indications qui m'ont troublé, qui m'ont bouleversé. Nous allons prendre une deuxième pause musicale. Vous avez choisi le thème de Lara du film. Béline, il y a tous ces témoignages dont nous parlions à l'instant, mais il y a également, à la page 132 de votre ouvrage, cette conversation que vous avez avec votre fils mort, un passage, un moment où vous parlez de Victor Hugo. Oui, Victor Hugo était un grand voyant, un grand visionnaire. Dernièrement, j'ai eu la satisfaction, la joie immense d'aller à Guernesey, dans les lieux où il passa 11 années d'exil. Victor Hugo écrit, et j'ai relu dernièrement, évidemment, une partie de cette œuvre, il écrit « La vie n'est qu'une occasion de rencontre. C'est après la vie qu'est la jonction. Les corps n'ont que l'embrassement, les âmes ont l'étreinte. » Il dit, il écrit « Songeons à cet immense bien qui nous attend à la mort. Je pense par instant avec une joie profonde qu'avant 12 ans ou 15 ans d'ici au plus tard, je saurai ce que c'est que cette ombre, le tombeau, et j'ai une sorte de certitude que mon espoir de clarté ne sera pas trompé. » Il écrit « On croit que la mort, que la fin signifie mort, erreur, fin signifie vie. L'existence terrestre n'est autre chose que la lente croissance de l'être humain vers cet épanouissement de l'âme que nous appelons la mort. C'est dans le sépulcre que la fleur de la vie s'ouvre. » Et c'est Michel que vous retrouvez. Oui, je retrouve Michel. Michel, au début de nos dialogues, avait dit « Ma mort n'a de sens que par votre survie et votre souffrance. » Et je trouve ces lignes dans l'œuvre de Victor Hugo. La mère pleure, l'enfant crie, la bête fauve gémit ou rugit, l'arbre frissonne, l'herbe frémit, la nuée gronde, le monde tressaille, la forêt murmure, le vent se lamente, la source larmoie, la mer sanglote, l'oiseau chante, on est, c'est pour souffrir. On le sait tout cela. Oui, on vit, c'est pour souffrir, on aime, c'est pour souffrir, on travaille, c'est pour souffrir, on est beau, c'est pour souffrir, on est juste, c'est pour souffrir, on est grand, c'est pour souffrir. Et Michel répond à cela. La souffrance, les épreuves sont nécessaires à la connaissance. Elles frappent inévitablement les meilleurs, qui sont les plus vulnérables. Béline, tout cela c'est très beau, mais comment vous le notez dans ces conversations? Bien sûr, je n'ai pas un magnétophone de voix intérieure, mais au fur et à mesure que les dialogues me parvenaient, je les notais. Ou
Même sur une bande, sur un magnétophone, je disais ce que j'entendais. Seulement le dialogue vous paraîtrait construit. Et ça se comprend très bien parce que il y a eu des perturbations, il y a eu des perturbations, il y a eu des silences. J'ai réuni tout cela, mais il n'y a eu aucune falsification, aucun effet littéraire. Ce que je publie, ce sont les dialogues réels de mon fils par-delà la mort. En cœur, Béline, une question d'un auditeur. Quelle différence y a-t-il pour vous entre un voyant et un spirit? Mais ce sont des choses tout à fait différentes. Un spirit, c'est un homme qui se dit médium et qui peut rentrer au contact avec les morts. Mais je ne suis pas un nécromant. Je ne suis pas un homme qui peut me mettre en contact avec les êtres disparus. J'ai eu un contact avec mon fils, mais si vous me demandez, si on me présente des photos de quelqu'un, je pourrais regarder la photo. J'aurais à ce moment-là une vision de voyant sur la personne. J'éprouverais le besoin de dire quelque chose. Je pourrais peut-être même voir son aura, mais je ne pourrais pas avoir le contact avec lui. Les spirites disent qu'ils rentrent en contact avec les esprits sous la forme de signaux qu'ils reçoivent, bruit, table en lévitation, etc. Un spirit, c'est tout à fait autre chose. Un spirit n'est pas un voyant. Mais Béline, vous pouvez à certains donner un espoir fou, celui de retrouver un enfant mort et de ne pas entendre justement cette conversation. Mais le message que j'apporte est un message d'espoir. Si je suis là, je vous le dis, c'est parce que je crois que ce livre apportera une consolation à tous ceux qui ont perdu un enfant, surtout un enfant, et puis un être cher, ou un chien, ou un... peu importe. Mais je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas. J'ai posé des questions sur les animaux à mon fils. Il ne m'a pas répondu. Béline, je pensais que penser à ces morts, c'était n'en point parler. Ce n'est pas le cas, et c'est bien peut-être. Je crois que les gens ont une certaine pudeur. Je crois que beaucoup de personnes m'écriront pour me dire, voilà, j'ai eu telle et telle expérience. Je crois que plus tard, j'aurai un institut de parapsychologie où on pourra publier toutes ces lettres que je recevrai. Des milliers de lettres viendront à mon bureau. C'est ce que Michel m'a dit. Nous verrons si la prédiction est juste. Il était véritablement voyant? C'était un voyant. Le cœur me disait un grand voyant, parce qu'évidemment, un père veut toujours embellir son enfant. Mais je crois que je ne mens pas si je dis que c'était un grand voyant. C'était un grand voyant. Après la mort de Michel, votre fils, est-ce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre? Je suis devenu un homme tout à fait différent. Parce que j'ai été bouleversé, déchiré. J'ai regardé les problèmes des gens avec un autre regard, avec une autre oreille. Mais j'ai toujours gardé cette attirance, cette sympathie pour tous ceux qui venaient me confier leurs chagrins, leurs espérances. Et je suis content que vous m'ayez choisi et que vous m'ayez demandé de revenir aujourd'hui pour faire entendre la voix de mon fils Michel. Béline, il y a des signes. Nous avions choisi de nous rencontrer, nous avons choisi ce vendredi, et c'est la Saint-Michel. Jugez de mon émotion lorsque j'ai appris que le 29 septembre, je devais venir parler de mon fils, et c'est la Saint-Michel. Mon meilleur ami s'appelait Michel. Et mon beau-père, que j'aimais tendrement, je dis mon beau-père parce qu'il a élevé mon fils les premières années de sa vie, est décédé le 29 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 6 ans. Que vous dire? C'est un signe. C'est peut-être une grâce, parce que quand je suis venu devant le micro, je me sentais incapable, j'étais paralysé, je me suis dit, je ne saurais pas m'exprimer. Je me ridiculisais, je ne pourrais pas faire entendre ma voix, puis les choses se sont passées le plus naturellement du monde. Je remercie vraiment les forces, si elles existent, comme je le crois, de m'avoir soutenu. Merci, Béline.